Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h05, merci d'être avec nous. Vous savez, nous sommes jeudi et tous les jeudis, c'est ce que j'appelle le jeudi politique. Et j'aime beaucoup ce rendez-vous avec des responsables politiques. D'abord, ça permet de valoriser la politique et j'y tiens beaucoup parce que les critiques envers les politiques de tous bords d'ailleurs jaillissent de la population régulièrement et moi je trouve qu'elles sont souvent injustes parce qu'il y a beaucoup de politiques qui travaillent beaucoup avec chacun ses idées, chacun défend ses convictions et ses idées, mais les politiques travaillent, contrairement à une idée reçue. Donc je défends la politique, c'est pour ça que le jeudi, entre 11h et midi, eh bien, des responsables politiques viennent ici et viennent débattre sur les sujets d'actualité. Sujet d'actualité, Aurélie Trouvé, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, évidemment nous allons parler des retraites. Patrick Vignal va nous rejoindre, député La République En Marche de l'Hérault. J'ai aussi avec nous Gaëtan Dussaucé, qui est porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Donc le Rassemblement National, La France Insoumise et Renaissance, j'ai dit LREM, je me suis trompé, c'est Renaissance, ce matin pour débattre des sujets d'actualité. Il y en a plusieurs, mais il y a un premier sujet que je voudrais aborder. Non, il ne s'agit pas de l'uniforme à l'école, mais il s'agit d'une autre déclaration qui concerne Brigitte Macron. Et vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. Brigitte Macron était invitée du Parisien. Elle devait répondre aux questions des lecteurs du Parisien. Ça arrive à tous les responsables politiques, ou même pas politiques d'ailleurs. Et parmi les personnes qui l'ont interrogée, il y avait un professeur de Creil. Et le professeur de Creil a raconté à Brigitte Macron ce qu'il a vécu dans sa classe. Avant la finale de la Coupe du Monde de football entre la France et l'Argentine. Ce prof s'est adressé à ses élèves et leur a dit « J'espère que vous serez tous derrière les Bleus ». Eh bien, réponse unanime, la France ne nous aime pas, donc nous n'aimons pas la France. Et nous ne serons pas derrière les Bleus. Ça ne vous surprend pas? Enfin, je suis pas tellement surpris, mais Aurélie Trouvé. Alors déjà, sur ce que rapporte ou pas Brigitte Macron, je rappelle quand même qu'elle n'est pas élue. Mais donc elle peut penser bien ce qu'elle veut. C'est le prof qui le dit. Non, mais je dis juste que voilà, c'est pas elle qui fait la politique. Non, mais d'accord, mais voilà, elle n'est pas élue. C'est pas elle. Non, je le rappelle. Je rapporte ce que a raconté le prof à Brigitte Macron et aux autres personnes invitées et aux journalistes du Parisien. Oui, il faut faire en sorte que tous ceux qui soient en France aiment la France. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aime pas la France? Et ça passe notamment par d'abord. Il faudrait savoir pourquoi ils ont dit ça. Hein, j'ai envie de dire. Enfin, vous me balancez. Enfin voilà, non, elle nous balance ou elle rapporte ça. Non, c'est pas elle. Encore une fois, c'est le prof. Oui. Écoutez-moi, Aurélie Trouvé. C'est le prof qui l'interrogeait, qui a rapporté cela devant Brigitte Macron, devant les autres lecteurs du Parisien et devant les journalistes du Parisien. Bien sûr. C'est pas moi, j'ai rien inventé. Bien sûr. Mais donc il faut savoir. Excusez-moi. Donc voilà, quand on a. Voilà, moi, je pose la question. Il faudrait aller plus loin. Il faudrait savoir pourquoi ils ont dit ça. Il faudrait les interroger. J'aimerais bien l'interroger, le prof. Surtout. Voilà, moi, je ne sais pas. Il faudrait lui demander la première chose. Mais vous n'êtes pas surpris que des enfants, des élèves, comme ça, disent la France ne nous aime pas? Alors, il faudrait savoir. Je vous dis, c'est intéressant. Et moi, je souhaite qu'on comprenne pourquoi des enfants aujourd'hui en arrivent à dire ça. Il y en a qui disent ça. On a un pays, effectivement, d'abord où on a un chômage de masse. Il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, excusez-moi, c'est quand même le sujet actuel. La réforme des retraites on va y revenir. Oui, mais elle va encore augmenter le chômage, notamment pour les jeunes, parce que si on fait travailler plus longtemps les seniors, si tant est qu'ils arrivent à travailler plus longtemps, ça va enlever du boulot pour tout le monde. Ça, c'est le résultat de beaucoup d'instituts économiques, comme l'OFCE. Donc, il y a déjà un chômage de masse dans ce pays. Les jeunes, en particulier, sont frappés par le chômage encore davantage que le reste de la population. Moi, je vis dans une circonscription de Seine-Saint-Denis où les jeunes ont énormément de difficultés à trouver un emploi, encore plus un emploi digne avec des salaires dignes, et ça peut expliquer notamment mais là ce sont des enfants, hein. C'est un prof de lycée. Alors mais je vous assure que dès le lycée, moi pour parler avec des lycéens dans ma circo, dès le lycée, et puis j'ai des enfants, dès le lycée il y a cette angoisse.
Il y a cette angoisse. Mais là, dire la France ne nous aime pas... Alors, attendez. J'arrive aux autres, ça dépend où ça se trouve par ailleurs. À Creil, voilà. Et ben, il y a par ailleurs, aujourd'hui, je dirais le sentiment aussi qu'on est dans un pays avec la diffusion d'idées racistes aussi. Ça, je pense que les jeunes aussi, beaucoup de jeunes le ressentent et le sentent comme quelque chose qui est violent pour eux, alors qu'un cinquième aujourd'hui des gens sont soit immigrés, soit enfants d'immigrés, que ça fait la richesse de notre population. Eh bien, on va nous parler d'une identité française de souche qui n'a jamais existé dans l'histoire, au lieu de voir cette créolisation comme une richesse pour notre population, on leur renvoie la figure ça. Voilà. Et donc, il y a peut-être ça aussi, mais évidemment, il faudrait discuter avec eux parce un que je ne peu vais pas faire toute l'émission, évidemment, sur cette déclaration de ce prof. Je parlais, bonjour Patrick Vignal. Bonjour, je parlais, je ne sais pas si vous avez lu Le Parisien, dans Le Parisien s'exprime Brigitte Macron, et Brigitte Macron est interrogée par des lecteurs du Parisien. Et parmi les lecteurs, il y a un prof qui est à Creil, dans l'Oise, et qui rapporte ce fait-là, qui a raconté ça devant Brigitte Macron. J'espère, il était avant la finale de la Coupe du Monde, France-Argentine, il s'est adressé à ses élèves, profs de lycée. J'espère que vous serez tous derrière les Bleus. Et voilà la réponse unanime. La France ne nous aime pas, donc nous n'aimons pas la France. Réponse, ça vous surprend quand on Non, ça ne me surprend pas. Vous savez, moi je suis sur Montpellier. Et oui, je sais. On va être très clair. On a aussi abandonné les quartiers. Vous savez, le chacun pour soi, des ghettos. Et vous le savez, parce que vous êtes de ma région. Oui. Et c'est vrai que moi, j'essaie de combattre ces marchands de mort aussi. Ces gens qui disent à notre jeunesse que la France ne les aime pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout fait pour eux non plus. Le nombre de jeunes qui rouillent au bas des immeubles aujourd'hui, cette ghettoisation, ou c'est, si vous voulez, cette France périphérique qui est aussi abandonnée. Moi, j'en prends ma part à Montpellier, parce qu'on a tout fait au bas des immeubles. La maison pour tous, le club de judo, l'école, le gymnase. Et ces gamins ne sont pas sortis de l'entre-soi. Et franchement, je salue ce que fait aujourd'hui le maire de Montpellier, Michael Delafosse, sur le transport gratuit. Il faut qu'on mélange nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants ne se mélangent pas. Et je pense que ça, c'est un vrai débat. Et après, le deuxième débat, on l'a vécu pour la Coupe du Monde, entre le match Maroc et France. Mais moi, j'ai pas de souci que quelqu'un qui est de l'immigration puisse aussi soutenir le pays d'origine de ses parents, de ses grands-parents, et être aussi français. Alors, et ça, c'est le vrai débat. Alors, je me tourne vers Gaëtan Dussaucé. Pourquoi est-ce que des lycéens disent « on n'aime pas la France » parce que la France ne nous aime pas? Et si vous voulez, ce témoignage du professeur de Creil s'inscrit un peu dans une longue continuité de témoignages qu'on connaît, qui étaient d'abord un peu inscrits sous le terme de pas de vague, où finalement il y a eu toujours des enseignants depuis de nombreuses années, depuis au moins 10-15 ans désormais, qui sont confrontés à une véritable difficulté au sein de leur propre classe, lorsqu'il s'agit d'enseigner la laïcité, lorsqu'il s'agit d'enseigner la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'agit d'enseigner en géographie le conflit israélo-palestinien. Eh bien, il y a énormément de difficultés, puisqu'il y a des jeunes qui, au prétexte de préférer des convictions parfois religieuses ou propres à leur propre communauté, eh bien, ne supportent pas cet enseignement et le rejettent, et parfois même de manière violente, voire même de manière physiquement violente à l'égard de nos professeurs. Le grand problème, c'est ce fameux pas de vague, c'est-à-dire qu'on a laissé la hiérarchie, mais aussi les responsables politiques, ont littéralement abandonné l'ensemble du corps enseignant face à ces revendications qui n'ont cessé d'augmenter et de devenir de plus en plus graves et de plus en plus violentes au sein de l'école. Oui, je comprends, mais c'est pas une revendication. C'est pas une revendication, c'est un constat. C'est-à-dire que l'enfant, l'élève dit on n'aime pas la France. Bien sûr, mais ça... Simplement, on n'aime pas la France, on n'aime pas ce pays, qui est notre pays, parce que ces enfants sont français. Bien sûr, mais ça, si vous voulez, M. Bourdin, c'est le résultat, c'est le résultat de deux choses. C'est d'abord le résultat d'une politique d'immigration massive d'un côté, et de l'autre côté, le résultat du refus de l'assimilation. Les responsables politiques français, et notamment ceux qui sont au pouvoir, ce que vous dites, on n'a pas tout fait pour ces gens-là. Je suis désolé, mais on a fait quand même beaucoup de choses. La politique de la ville, c'est des centaines de milliards d'euros qui ont été déversés dans des quartiers dits prioritaires pendant des dizaines d'années par tous les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche, de droite, centristes, ultralibéraux, ce que vous voulez. Le résultat, c'est qu'à refuser l'assimilation, à refuser ce qu'a fait par exemple les sociodémocrates au Danemark, qui exigent un peu plus justement d'intégration, d'assimilation et un peu plus d'exigence dans les critères pour être naturalisé et obtenir la nationalité, eh bien en refusant de faire tout cela, vous avez créé finalement la scission au sein de notre propre pays. Patrick Vignal, chers collègues, rapidement, on a raté la politique de la ville.
tout gouvernement confondu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a parqué les mêmes gens, avec la même philosophie, dans des territoires, on leur a dit de toute façon, tu ne pourras jamais progresser. Le vrai débat est là. Si vous voulez qu'un jour, on ait une société qui soit commune, avec le commun, ce qui nous manque à nous, y compris la classe politique, parce qu'on passe notre temps tous à régler nos comptes et jamais les comptes des Français. Et je le dis franchement, et je le vois en ce moment à l'Assemblée. C'est un constat, Jean-Jacques Bourdin. Les gens nous disent, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien, les politiques, et j'espère qu'on aura un débat, ma collègue Aurélie Trouvé, sur ça d'ailleurs, et sur l'avenir, comment on peut faire intelligemment pour servir les gens, Jean-Jacques Bourdin. Et je finis sur les ghettos. Je suis désolé, chers collègues, moi j'ai besoin de l'immigration. Je vous invite chez moi, 300 000 emplois, non pour des bas salaires. Oui, voilà, c'est ça, vous avez besoin d'immigration pour les bas salaires, pour exploiter des personnes qui sont prêtes à faire pour pouvoir... On a besoin de cultures différentes, chers collègues. Mais Élysée Marx, c'est l'armée de réserve du capital, au moins vous aurez quelques d'accord avec vous. On a souvent laissé tomber les enseignants, la hiérarchie a laissé tomber les enseignants, parce que la laïcité, c'est le respect de tous. Et c'est vrai que des fois, et je ne sais pas ce qu'en pense ma collègue, des fois la hiérarchie a abandonné les enseignants, ils sont retrouvés tout seuls dans leur classe. Mais non, mais le problème de l'extrême droite, c'est que vous livrez des visions qui sont fausses et dangereuses, vous divisez les gens entre eux. Et comme dit Patrick Vignal, et je crois que c'est ça que nous partageons dans l'arc républicain, c'est qu'il faut unir, il faut mixer. Et moi, je reprends ce qui a été dit. D'abord, la question des transports publics est gratuit pour faire en sorte que tout le monde ait cette chance. C'est pas en rendant gratuit les transports publics que vous allez faire aimer la France à des jeunes qui ont décidé de faire scission. Vous laissez finir, je ne vous ai pas interrompu, monsieur, s'il vous plaît. Donc, je pense que l'État est garant d'égalité. Aujourd'hui, on a un vrai problème d'accès de toutes et tous au même droit. Venez, je vous invite à venir à Bondy, à Noisy-le-Sec, à Sarre, de voir ce qui se passe. Les gens, pour aller même de Bondy après Saint-Gervais, c'est-à-dire qu'il y a quelques kilomètres, eh ben, il faut 1h30 de transport en public, en moyenne. D'accord, madame la députée. Les écoles publiques. Moi, je peux vous dire, j'ai mes enfants à l'école publique en Seine-Saint-Denis. Eh ben, combien de fois il n'y a pas de profs? Même pour des congés maternité, on n'a pas prévu les remplacements. Je vais au lycée de Noisy-le-Sec, au lycée professionnel. On me dit qu'il manque des profs à la rentrée. Rajouter les services publics. Pas juste une semaine. Madame la députée, voilà. si c'est ça la fracture. Elle est là, la fracture. C'est que l'État ne garantit pas aujourd'hui suffisamment l'égalité et ça passe par les services publics. Juste pour vous répondre là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez très bien les Vosges, où par exemple nous avons le collège Val d'Ajol qui a fermé récemment, où il y a un médecin et énormément de médecins avec plus de centaines de communes dans ce département qui sont qualifiés comme des déserts médicaux, où il faut, non pas en bus ou en transport en commun, puisque ceci n'existe pas, mais en voiture, 15 à 20 minutes pour accéder ne serait-ce qu'à une pharmacie. Oui, cher collègue, c'est la France périphérique, on est d'accord. La fracture territoriale est très importante, mais il n'y a pas de problème en lien avec le patriotisme et le fait d'aimer son pays. Au contraire, les Vosgiens adorent la France, adorent le pays et veulent le défendre. Donc c'est un autre problème, et ce problème, il est lié évidemment à notre politique d'immigration, mais ça, c'est l'éléphant au milieu du salon que la gauche et l'extrême gauche dont vous faites partie refusez de voir, j'en suis navré. Bon, il est 11h18, nous allons parler des retraites. Je reviendrai sur ce qui se passe au Danemark, parce qu'il y a un compromis politique au Danemark. Un compromis politique, c'est vrai qu'en matière d'immigration, les règles sont extrêmement strictes, et les conséquences, c'est qu'aux dernières élections, l'extrême droite a été balayée. Non, me désignez pas en parlant d'extrême droite, je vous en supplie, monsieur Bourdin. Je me tourne vers vous. Vous êtes très à droite, quand même. Vous n'avez pas renié. Rassurez-nous, vous n'êtes pas à gauche encore. Marine progresse, mais vous n'êtes pas encore à gauche. Donc au Rassemblement national, vous êtes très à droite. Si, elle est. Non, elle explique les ouvriers là. Non, mais gauche-droite. Mais vous êtes très à droite quand même maintenant. Non, mais c'est pas nous dire que vous êtes au centre. Mais qu'est-ce que vous n'allez pas adhérer à la NUPES? Que vous rejoignez parfois la France insoumise dans certains votes. Oui, non mais d'accord, mais il faut savoir ce que veut dire être très à droite. La droite, par exemple, soutient la réforme des retraites à 64 ans d'Emmanuel Macron. Nous y sommes foncièrement opposés. Est-ce que ça nous fait de nous, du coup, un parti très à droite? Oui, vous avez fini. Vous allez voter la retraite minimum à 1 200 €. Vous allez voter la retraite minimum la revalorisation des petites retraites et surtout des retraités actuels, parce que je rappelle qu'il y a quand même plus de 6 millions de retraités aujourd'hui. Mais ça, c'est prévu, cher ami. Il faut répondre. Bon, eh bien, nous allons entrer dans la réforme des retraites après la pub. Il est 11h19, c'est bien parti. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h23, Aurélie Trouvé est avec nous, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Nous sommes avec Patrick Vignal, député Renaissance. J'ai dit LREM tout à l'heure, mais... Non, Renaissance, confondons pas tout. Hein. D'ailleurs, pourquoi Renaissance? J'ai pas très bien compris. Très franchement, vous non plus, je n'ai pas la réponse. Bon, personne là. Renaissance de l'Hérault et Gaëtan Dussaucé, qui est porte-parole du Rassemblement National. La réforme des retraites. Bon, alors c'est bien parti. D'abord, l'actualité, la CGT... vous avez vu ça, la CGT Pétrole qui appelle à la grève pour le 19, pour le 26, pour le 6 février et qui menace de bloquer les raffineries. Irresponsable, dit la Première ministre Elisabeth Borne. Irresponsable, Patrick Vignal. Écoutez, moi j'ai un peu de mal avec les mots un peu forts. On a un vrai débat là. Est-ce que c'est une réforme des retraites ou est-ce que, si vous voulez, c'est une nouvelle relation qu'on a au travail? Je vous précise que 500 000 CDI ont changé aujourd'hui parce que la jeune génération qui arrive veut construire sur 3 jambes. La vie personnelle due au Covid, je parle même des médecins par exemple. Le médecin de famille avant faisait 80 heures. La génération des médecins ne veut plus consacrer sa vie aux professionnels, veut s'occuper de sa famille. La vie personnelle, la vie professionnelle et familiale. Donc je pense qu'on n'est plus sur une réforme des retraites, on est sur une relation travail, investissement et retraite. Et ça qui franchement, oui. Vous savez, vrai, je vais vous donner un exemple, Jean-Jacques, sur la pénibilité. Moi j'étais enseignant à la fac des sports il y a 15 ans, je n'avais pas de soucis. Maintenant, mes collègues me disent que c'est compliqué d'enseigner. C'est compliqué pour un enseignant de collège. C'est compliqué pour une urgentiste à l'hôpital où on a mis des agents de sécurité. Donc, on devrait penser... Tout est compliqué maintenant. Oui, Jean-Jacques. On devrait penser la pénibilité en fonction de l'évolution de la société. Donc, plus qu'une réforme de retraite. Et je le dis très tranquillement, j'aurais pas que des amis, c'est pas grave. Vous la voterez quand même, vous, à Renaissance, la réforme des retraites. Laissez-moi finir. Oui, non, parce que si je vous écoute, je me dis, bien sûr voilà un député Renaissance qui votera pas. Mais non, mais moi, Jean-Jacques Bourdin, je suis clair, j'ai les oreilles et les yeux constamment dans la rue. Moi, je pense que cette réforme, il faut la faire. Et le vrai débat que j'aurai avec ma collègue Aurélie Trouvé, c'est qu'il y a 2 choix maintenant. Pour une fois, le Parlement pourrait devenir actif. Alors, est-ce qu'on fait comme d'habitude, ce que j'ai fait pour la corrida, à poser des amendements ridicules pour faire de l'obstruction, je l'avoue, je le confesse, cher ami, ou alors vous, vos 75 000 amendements... non, mais comme nous, ce sera pas ridicule. Non, mais ce que je veux dire, chers collègues, c'est que il faut qu'on arrête tous. On est là pour s'occuper des gens. Et vous savez, chers collègues, parlons de pénibilité, parlons de... C'est pas un problème d'âge. Le vrai débat qu'on va avoir, moi je préfère que mes 12 milliards, ils aillent aux enseignants. Je préfère que mes 12 milliards d'économies de retraite, ils aillent aux policiers. Parce qu'on a du mal à recruter aujourd'hui. Et donc je pense que, on n'est pas bon sur l'emploi des seniors. 57% seulement des seniors travaillent, Jean-Jacques Bourdin. Regardez-vous, vous êtes un jeune encore. Non, mais moi, vous êtes un petit jeune, vous. Tout ça, mais vous, regardez, mais parce que vous faites plaisir. Vous faites plaisir. Je me fais plaisir, évidemment. Vous savez ce que je voudrais, moi, je n'aime pas au travail. Je voudrais que les entreprises soient capables de garder leurs seniors, alors qu'aujourd'hui, certaines entreprises, notamment les plus grosses, donnent un petit billet à un senior de 55 ans, le foutent au chômage, c'est nous qui payons, et le mec, il sert à rien. Voilà le vrai débat, la pénibilité et les seniors. Bon. Et là, on votera tous. Bon, Aurélie Trouvé. Vous ne voterez pas, c'est sûr. Je voterai contre. Il faut voir, attendez, si on évolue. Vous voterez contre avant même la discussion. Dans l'état actuel, bien sûr. Dans l'état actuel, on va y revenir. D'abord, vous posez la question, qui est irresponsable? Oui. Est-ce que ce ne serait pas le gouvernement qui persiste et signe pour imposer une réforme que 80% des Français ne veulent pas? C'est les sondages. 80% des Français sont contre le report de l'âge légal de départ à la retraite. Il y a eu un sondage, c'est l'élection présidentielle, et le président de la République avait annoncé une réforme des retraites. Parce qu'il n'a pas empêché M. Mélenchon d'appeler pour voter pour Emmanuel Macron, d'ailleurs. Attendez, qu'on se le dise. Oui. Nous sommes... D'abord, pour que les élus, vous ne contestez pas la légitimité du vote. Pour que les élus entendent le peuple. On ne va pas revenir sur pourquoi et comment Emmanuel Macron a été élu, essentiellement pour contrer l'extrême droite et Marine Le Pen. Macron et la retraite à 64 ans. Toutes mes félicitations. Vous pouvez me laisser parler parce que vous avez du mal à laisser parler vos interlocuteurs. C'est un peu comme à l'Assemblée. Bon, alors, qui est irresponsable? Pour moi, c'est un gouvernement qui persiste et signe et veut imposer une réforme contre l'avis de 80% des Françaises et des Français, contre la totalité des syndicats de salariés. Alors c'est vrai qu'il le fait avec l'accord du MEDEF, mais par contre il le fait contre l'avis de tous les syndicats de salariés qui ont appelé
qui ont appelé à une première grande journée de mobilisation, de grève le 19 janvier. Et nous soutiendrons, je le dis ici, la NUPES et la France Insoumise, nous soutiendrons toutes les mobilisations des organisations syndicales et de jeunesse. Et donc nous soutiendrons et nous participerons massivement aussi le 21 janvier, c'est-à-dire 2 jours après, à la marche appelée par la jeunesse. Pourquoi les jeunes ? Oui, parce que là, les syndicats ne veulent pas se mélanger avec vous. Hein. Mais depuis... vous avez vu, ils sont très prudents avec ça. Mais nous ils veulent par pas ailleurs, que vous récupériez le mouvement. Alors, nous le respectons fortement. Nous allons participer massivement le 19 janvier. Nous ne co-organisons pas le 19 janvier. Mais il y aura des mobilisations complémentaires. Et nous appuyons aussi celle qui est à l'initiative d'organisations de jeunesse le 21 janvier. Information importante tout à l'heure sur Sud Radio. J'avais les syndicats de policiers. Les policiers seront dans la rue le 19 mais janvier. Pourquoi parce que on nous a... Oui, ils passent de 57 à 59 ans. Et en fait, il y a 2 enfumages. Excusez-moi, il y a 2 intox dans cette affaire. La première intox, c'est le budget. Il y aurait absolument un problème budgétaire. Vous voyez ce que c'est le corps, le Conseil d'orientation des retraites. Bon, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il n'y a pas de maîtrise incontrôlée du budget. Ça, c'est la première chose. Mais là, on ne va pas débattre. Vous avez raison. Il n'y a pas dans l'immédiat. Il n'y a pas de nécessité budgétaire. Dans quelques années, un déficit du régime. 10 milliards par an sur 25 ans. C'est quoi 10 milliards ? C'est 3% des dépenses de retraite. C'est rien. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce que je retiens, c'est ce que vous dites. Ne rentrons pas dans le corps. Non, mais vous avez raison. C'est parce qu'on nous dit les carrières longues, etc. Je pourrais vous démonter tous les arguments pour essayer de déguiser cette réforme, de dire c'est pas très grave. Pour de vrai, tout le monde va partir 2 ans plus tard à la retraite, y compris les policiers, etc. C'est pour ça qu'ils seront, certains vont, appellent... Alliance. Voilà, bien sûr. C'est pas votre bord. Mais les pompiers, les pompiers, tout ce que vous voulez, les carrières longues, on nous dit mais vous inquiétez pas, ça va s'améliorer pour les carrières longues. Aujourd'hui, quand vous commencez à travailler à 18 ans, vous pouvez partir à 60. Demain, ça sera 62 ans. Donc même sur les carrières longues, il n'y a pas d'amélioration. Tout le monde va bosser 2 ans en plus. Et c'est là que je reprends ce que vous dites, Patrick Vignal. Pour moi, c'est quoi au fond cette réforme ? C'est la perspective d'une retraite heureuse. Ambroise Croizat, qui était le ministre du Travail... C'est marrant parce que chaque fois que j'ai un député de la France Insoumise, il me parle d'Ambroise Croizat. Oui, évidemment, c'est le ministre du Travail. Quand s'est mis en place le premier système des retraites, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, les retraites, ça ne doit pas être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Et c'est ça, c'est la perspective d'avoir du temps pour s'occuper de ses petits-enfants, pour aller jardiner, pour aller voir ses amis. On a le droit à tout ça. Oui, mais n'oublions pas aussi ceux qui sont désespérés quand ils se retrouvent à la retraite et qui n'ont qu'une envie, c'est travailler, retravailler. Il est 11h30. Attendez, Patrick Vignal, je vais vous donner la parole à tous les deux, mais il est déjà 11h30, il faut que j'observe une petite pause. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Et 11h34, j'entends plein de choses intéressantes là, pendant la pub. Hein. Même, je dévoile tout, même Patrick Vignal qui nous dit « J'étais content qu'on n'ait pas la majorité à Renaissance ». Oui, vous étiez content. Bien sûr. La 5e République fait que le président a tous les pouvoirs et que ça fait depuis 2012, je suis élu sous François Hollande, on n'avait qu'à appuyer sur un bouton pour. Mais c'est pas ça non plus la démocratie. Sauf que Jean-Jacques Bourdin, si tout le monde fendait l'armure, si nous, la majorité, on était encore plus à l'écoute, et si l'opposition, que ce soit le Rassemblement national, la NUPES, se disait, parce que ça a été le cas jusqu'à maintenant, à la fois Jean-Luc Mélenchon aurait aimé qu'il y ait une dissolution. C'est pas faux, chers collègues, elle n'y sera pas, cette dissolution. Maintenant, travaillons ensemble. Les journalistes aussi auraient aimé. J'ai signé des amendements avec vous. Je suis parti avec Éric Coquerel à Lisbonne pour le cannabis au dernier mandat. Et certains m'ont dit mais comment tu parles avec un ennemi ? Chers collègues, vous n'êtes pas mon ennemi. Moi, j'ai envie de bosser avec vous. J'ai envie de ne pas être d'accord. Ça s'appelle la démocratie. Sauf que là, on donne une leçon horrible aux Français. Vous êtes d'accord, moi, sur ça ? Attendez, mais moi, ok, dont acte. Arrêtons les 49.3. Arrêtons d'imposer à l'Assemblée nationale contre l'avis majoritaire des 49.3 et de s'asseoir sur le vote. Vous nous y forcez. Par exemple, on a voté 12 milliards d'euros, 12 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des logements, majorité à l'Assemblée. Et puis vous le taclez et finalement il n'y a plus rien de tout ça. Après le 49.3, on a voté 3 milliards de plus pour le train. Revenons pour les retraites. Revenons aux retraites. Patrick Vignal et ensuite je donne la parole à Gaëtan. Moi je disais que la réflexion qu'on doit avoir, si on ne veut pas que la rue descende, d'abord c'est aider les seniors. Mais elle va descendre la rue. Et dire aux entreprises maintenant, vous devez garder vos seniors. Quelles conditions ? Est-ce que c'est une fiscalité différente ? Mais attendez, je m'arrête puisque vous parlez des seniors.
un index, ça veut rien dire. Inciter les entreprises à garder les seniors. Parce que vous pensez que les entreprises vont, parce qu'elles ont un index et qu'elles seront obligées de faire de la Jean-Jacques publicité. Bourdin, il faut être coercitif avec eux. C'est une obligation. Premier point. Alors, il faut changer la réforme. C'est le premier point. C'est coercitif, il faut changer la réforme. Mais attendez, on arrive. Eh bien, tiens, vous lui direz de ma part. Olivier, qui est franchement un bon ministre à l'écoute. Premier point. De gauche, deuxième point, j'ai aucun problème à dire. Oui. Il faut augmenter les salaires. Mais comment on augmente les salaires? Est-ce que c'est l'État qui augmente le SMIC? Et franchement, chers collègues, on l'a quand même augmenté. Non, mais on a augmenté le SMIC, déjà. On est passé à 8%. Il y a le vrai débat. Troisième débat, si vous voulez, en fait, c'est aussi laisser le choix aux gens. La personne qui veut continuer à travailler après 64 ans, c'est le cas de vous et de moi, certainement. Nous sommes légèrement plus âgés que les personnes sur le plateau. Des métiers faciles. Mais justement, Jean-Jacques, il faut faire évoluer les métiers. Et le dernier point qu'on a besoin, il y a 3 milliards dans les caisses de l'assurance maladie sur la branche travail. Un maçon, un carreleur, dès 40 ans, tous les 2 ans, il a une visite médicale. Et s'il n'est pas apte, on essaie de le reconvertir. On n'a pas tout fait de bien pendant ces mandats. Mais sur l'économie, ça refonctionne. On a une France debout, une France qui se lève. Et je pense que franchement, si on est capable d'orienter un peu cette révolution, c'est pas une réforme, révolution, travail et temps de vie pour soi-même. Je suis sûr que nos collègues de la NUPES, à un moment donné, s'ils fendent un peu l'armure, ça fonctionnera. Bien, Gaëtan Dussaucé. Ah bah vous connaissez la position du Rassemblement national sur cette question des retraites. Parce qu'elle a été fondamentale d'ailleurs. Je la connais sans trop la connaître, parce que vous êtes fluctuant. Par exemple, vous allez voter les 1200 €. Retraite minimale. Non, en fait, ce qu'il faut entendre. Non, à la réforme, puis vous êtes fluctuant sur plusieurs mesures. Il prépare les élections de 2027. Non, c'est pas 2027. En réalité, si vous voulez, pendant l'élection présidentielle de 2022, nous avons eu un débat, il y a eu une campagne autour de cette réforme des retraites, et Marine Le Pen avait proposé une revalorisation jusqu'à 1100 € minimum de l'intégralité des retraites, y compris de ceux qui sont d'ores et déjà retraités. Parce que malheureusement, dans la réforme du gouvernement, pendant un temps, il était supposé que ceux qui sont à la retraite aujourd'hui et qui sont au minimum vieillesse ne puissent pas accéder finalement. Il était supposé. Mais les choses évoluent. Mais vous voyez, les choses évoluent parce qu'il y a le débat parlementaire et qu'il y a l'envie du gouvernement d'essayer de faire parvenir finalement. Et il y a l'envie de l'air. Maintenant, il faut attirer le vote. Mais si vous voulez, pour nous, la question notre réponse, elle est simple. Cette réforme est profondément injuste. Elle est économiquement injustifiée. On a mentionné d'ailleurs le rapport à nouveau du corps, parce que ça va. Voilà, le conseil d'orientation. Mais si vous voulez, chacun vous savez, attendez, je vous ai laissé parler un petit moment. Est-ce que vous savez pourquoi il faut toujours parler de ça? Parce que c'est l'argument principal du gouvernement qui nous explique que c'est pour des raisons budgétaires qu'il faut mener cette réforme à son terme. D'ailleurs, moi je trouve ça particulièrement indécent parce que j'ai du mal à imaginer que l'on puisse, quand on est responsable politique, concevoir la retraite, c'est-à-dire ce moment de vie, cette nouvelle vie entre guillemets, pour des millions de Français, simplement à travers un prisme comptable et budgétaire, quand en réalité c'est une question de choix de société. Donc nous sommes foncièrement opposé à cette réforme des retraites, elle est injustifiée, elle est économiquement absolument pas tenable, et je suis un peu surpris d'entendre ce matin que vous reprenez un argument qui est un des nôtres d'ailleurs, qui est celui en fait de mettre le paquet sur l'employabilité des seniors, des plus de 50 ans, qui aujourd'hui sont pour 1 sur 2 arrivent à la retraite en étant en inactivité. En réalité, la priorité elle est là. D'ailleurs, il y avait un économiste qui nous avait expliqué que si on arrivait à augmenter le taux d'emploi de 10 points chez les seniors, on n'aurait aucun problème et le système de retraite serait à l'équilibre jusqu'en 2070, ce qui est déjà le cas, parce que quand on est juste à 10 milliards annuels, avouez qu'en réalité ce n'est pas grand-chose, c'est juste une question de choix budgétaire et de priorité. Alors je voudrais préciser, avant de donner la parole à Aurélie Trouvé, que les 1200 € bruts, je dis bien brut, parce que la précision est importante, ne concernent que ceux qui ont une retraite complète. Je voudrais bien le préciser. Mais ça concerne... Contrairement à ce que vous dites, ça concerne tout le monde. Oui, c'est ce qui a évolué, et ça c'est déjà une bonne chose. Mais voyez-vous quand même, je vais être précis. Vous avez bien fait d'insister sur le principe de la carrière complète, parce que malheureusement les carrières, et d'autant plus avec finalement l'effondrement de l'industrie française, l'effondrement de la productivité, puisque vous savez que l'ensemble de nos partenaires européens ont une productivité qui est excédentaire, qui est positive, et nous, elle est restée constante sous Emmanuel Macron. Il n'y a aucun regain de la productivité. Eh bien, tout ça fait que ça crée évidemment plus de chômage, plus d'interruptions dans les carrières et donc moins de carrières complètes. Donc en réalité, les dispositifs qui sont là pour essayer d'acheter la paix sociale et le consensus des Français ne profiteront en réalité à personne. C'est gravissime. Alors Aurélie Trouvé, vous êtes d'accord? Je vais vous faire un scoop. Non mais vous êtes d'accord avec le Rassemblement national? Je vais vous faire un scoop. Le 1200 €
Hein. Oui. Ça existe dans la loi depuis 2003. Je sais, Vous savez, je le sais. Bon, oui, sauf que c'est ça pas ne m'étonne appliqué pas. et ça n'a pas été appliqué par la gauche ni la droite. Alors, pardon. je suis d'accord. Enfin, Vous êtes d'accord? La gauche. Mais Jean-Luc Mélenchon était un homme de gauche. Il a même participé à plusieurs gouvernements. Je crois que nous avons suffisamment critiqué la politique à l'époque, notamment du gouvernement Hollande, pour dire que nous voulons faire autrement. Ensuite, sur donc les 1 200 €, ça existe depuis la loi de 2003. Il faut l'appliquer maintenant. Par ailleurs, ça n'est que pour les carrières. Ça n'est que pour les carrières à taux plein. Et moi, je pense à... je vous rejoins. Et je pense à tous ces gens, et notamment des femmes, qui n'arrivent jamais à avoir une carrière à taux plein. Donc nous sommes déjà pour que toutes les retraites, toutes, soient au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 100 € net. Tout le monde a le droit de vivre dignement à la retraite, tout le monde. Notamment les femmes qui n'arrivent pas à avoir cette carrière à taux plein. Ensuite, sur les seniors, parce que vous parlez de l'emploi des seniors. Oui. Aujourd'hui, vous savez qu'à 61 ans, quand on a 61 ans, moyenne, il y a une personne sur 4 qui est sans emploi ni retraite, qui est en chômage, en invalidité, etc. C'est ce qu'on appelle une forme de période, de grande période de précarité, parce que vous savez très bien qu'à 60-61 ans, vous avez beaucoup de mal à retrouver un emploi. Et là, on va prolonger ça jusqu'à 64 ans. Donc on va prolonger cette période de précarité, de pauvreté, de gens qui ne retrouveront pas un emploi en réalité. Donc en plus, ça va faire, puisqu'on parlait du budget, ça va faire des coûts en plus pour l'assurance maladie. Le recul de l'âge légal dans tous les pays d'Europe a facilité l'emploi des seniors. Mais ça a été vérifié dans tous les pays d'Europe. C'est pas du tout, par exemple, ce que dit l'OFCE, qui dit qu'au contraire, ça ne va pas améliorer l'emploi des seniors. Et alors moi, je voudrais parler d'un chiffre aussi, 15 000. Oui. Allez-y. 15 000, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui meurent entre 62 et 64 ans. Et là, on arrive au cœur du sujet. C'est-à-dire la possibilité de profiter... Qui meurent de quoi? Qui meurent tout court. Voilà, c'est-à-dire qu'entre l'âge de 60... Ce que je vous dis, c'est qu'entre 62 et 64 ans, il y a 15 000 personnes qui meurent, oui. Bien sûr. Mais de quoi? Donc c'est 15 000 personnes qui ne profiteront pas, en plus, qui ne profiteront pas de la retraite en moyenne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on arrive au cœur du sujet. C'est-à-dire la perspective de profiter au moins un peu de ce temps de retraite, parce qu'on a travaillé dans sa vie, parce qu'on s'est occupé de ses enfants ou que sais-je. Et c'est ça qui est au fond, c'est le modèle social. Et c'est quoi le progrès social pour moi dans un pays qui est de plus en plus riche globalement? Je dis globalement. C'est quoi le progrès social? On est d'accord que c'est augmenter le temps de retraite. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas. Le temps qu'on est à la retraite. En l'occurrence, on a diminué ce temps de retraite depuis 20 ans. Il était de 25 ans et quelques avant la réforme Sarkozy, 24 ans et demi aujourd'hui, et demain avec la réforme, les perspectives, c'est 23. Pardon, on a diminué le temps de retraite, mais depuis 25 ans, puisque vous prenez ce moment, depuis 25 ans, les pensions diminuent. Oui, les pensions de retraite diminuent avec le système par répartition. Et là, ça va encore diminuer clairement. C'est quand même un vrai problème. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions à trouver? Mais là, ça va. Alors qu'on se le dise, cette réforme, elle va diminuer les pensions. Pourquoi? Parce qu'il sera encore plus difficile d'arriver à l'âge à taux plein légal, à l'âge de départ légal de départ à la retraite. Et par ailleurs, parce que ça va augmenter la période de précarité où on a du chômage, etc. Ça va diminuer d'autant vos pensions. Vous comprenez là ça? Donc ça va diminuer les pensions de retraite. Chers collègues, rapidement. Aujourd'hui, un retraité, il a le même pouvoir d'achat qu'un actif simplement au SMIC. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, au moins sur ce constat-là? Moi, il me semble qu'il y a 4 items. Les seniors, la pénibilité en mettant le paquet sur les gens qui en ont le plus besoin. La réflexion de la société qui évolue en fonction de la société. Je vous parlais des urgences à l'hôpital, où c'est de plus en plus dur pour un infirmier de faire son métier, pour les enseignants, pour les policiers. Et le vrai débat, je veux dire, je ne veux pas que des copains encore. Oui, il y a 80 milliards qui ont été donnés aux entreprises. On doit leur faire les poches aussi. Ça s'appelle de la justice sociale. C'est dividendes. Aux dividendes. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Chers collègues, le 5e débat. Mais dites-moi, ça fait 30 ans. Quand vous dites ça, mais Jean-Jacques Bourguin, qu'est-ce qu'on vous répond? Mais vous pensez que Renaissance est un parti uniquement qui est complètement à droite? Mais il y a des jambes gauches à Renaissance, Jean-Jacques Bourguin, et qui sont très musclés, croyez-moi, qui vont le montrer. Dernier point, 5e item. Ça fait 30 ans. Mais parce que nous, on a envie de faire évoluer. Qui vont le montrer comment là? Mais parce que moi, je fais confiance à Emmanuel Macron, qui a toujours été disruptif. Je vous signale que
qu'au départ, c'était 65 ans, et c'est lui qui a dit « je veux qu'on discute sur l'âge ». Oui, Donc enfin, Emmanuel Macron, c'est LR qui impose... Vous m'accusez de faire les poches du LR, Jean-Jacques Bourdin. Non, mais attendez, en tant que Sévenol, vous êtes pas... On est de chez nous. Juste si vous me le permettez. Je vous finis juste un truc. C'est indemnité, Jean-Jacques Bourdin. 30 ans qu'il y a de la lâcheté des services publics. On est dans le chaos à l'hôpital, à la police, à l'enseignement. Il nous faut une réforme de fond, pas que de l'argent. Il faut un vrai débat avec les Français. À quoi servent les services publics? À quoi servent les déserts médicaux? C'est ce qu'on devrait faire ensemble. L'argent public. Oui. Comment est utilisé l'argent public? Mais attendez, monsieur le député, moi j'entends, mais ça fait quand même 5 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Alors je veux bien qu'il y ait des réformes dont les effets ensuite vont mettre un peu plus de temps à parvenir, mais quand même on a l'impression que vous découvrez la situation, que tiens, il y a un démantèlement des services publics, tiens, on a fait une mise en concurrence, cher notamment monsieur, ça fait 30 d'EDF, ans une déréglementation d'EDF qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus de souveraineté énergétique et qu'on paye, et que les Français payent évidemment des factures. Vous m'avez l'air sympathique, ne faites pas de la démago. Vous êtes un jeune brillant qui a un avenir politique. Justement, c'est parce que je suis jeune, moi je vois ceux qui ont été aux responsabilités toutes les années qui m'ont précédé, et je me dis, mais ils sont comptables, ils sont responsables, c'est pas une faute qui tombe comme ça de l'Esprit Saint, qui tombe du ciel. C'est les décisions politiques qui ont été menées, y compris par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et ensuite, juste pour rebondir, vous disiez, oui, j'ai confiance en Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a plus grand monde aujourd'hui qui a confiance dans un président qui, lui-même, il y a encore 3 ans, nous expliquait que demander de travailler plus longtemps en décalant l'âge légal de départ à la retraite était inimaginable et impensable. C'est le premier président qui dit « j'assume de me tromper », parce que la classe politique est jamais capable de dire « je me suis trompé ». Croyez-moi, et ça, c'est une force. Bon. Je voudrais quand même, et nous allons le faire avec Félix Mathieu, je rappelle qu'aujourd'hui à l'Assemblée, puisqu'ici c'est un peu une annexe de l'Assemblée, c'est la journée parlementaire du Rassemblement national aujourd'hui. Alors on va voir quels sont les textes, les 2-3 textes qui vont être votés ou pas, d'ailleurs, qui seront soumis au vote, parce que toutes les demandes, les propositions de loi ne seront pas soumises au vote, évidemment, vous savez comment ça se passe à l'Assemblée, mais il y en a une ou deux qui nous permettront de dériver dans notre débat. Simplement, Rolly Trouvé, vous voulez ajouter quelque chose ou pas sur les retraites? Je veux bien réagir à ce qui a été dit sur ce que vous disiez, c'est très important. À quoi sert l'argent public? Vous savez que le système des retraites, c'est à peu près 300 milliards. Combien c'est les aides publiques versées aux entreprises? 350 milliards au système de retraite, Voilà, exactement, je vous ai l'arrondi. Et les aides publiques aux entreprises, à peu près 200 milliards par an. Oui, elles sont utiles. Alors, c'est ça le débat. Elles sont utiles pour l'emploi. Certaines oui, certaines non, ça dépend. Et le problème aujourd'hui, il est que de conditionner, par exemple, on devrait bien davantage les conditionner et les verser vers les très petites entreprises, celles qu'on a réellement besoin, respecter le droit du travail, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez faire des économies. Je parle du gouvernement sur le système des retraites, et notamment dans le même temps, il a été accepté des cadeaux fiscaux aux entreprises, par exemple la fameuse contribution sur la valeur ajoutée, dont l'essentiel va aux grandes entreprises. Donc moi je pose la question. Voilà, à quoi sert l'argent public? Moi je suis pour qu'il serve au service public et à la protection sociale et à des aides publiques aux entreprises conditionnées. Bien, il est 11h49, pause. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, je le disais, comme nous sommes une annexe un peu de l'Assemblée nationale, bien, aujourd'hui, jeudi, pour le groupe RN, c'est le grand jour, puisque c'est une journée de niche parlementaire, c'est-à-dire que chaque fois, un parti dépose des propositions de loi qui sont discutées à l'Assemblée nationale. Alors, premier texte examiné, Félix Mathieu, proposition de loi pour inciter les entreprises à augmenter les salaires. Oui, augmenter les salaires nets de 10% via un gel des cotisations patronales, dit le RN. Au menu aussi, la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, mais ces deux textes ont moins de chances d'être examinés avant minuit comme prévu, puisqu'ils se trouvent plus loin dans l'ordre de passage, contrairement à, par exemple, à la proposition de loi pour augmenter les salaires. En revanche, la 4e proposition devrait pouvoir être débattue dans les temps, instaurer des uniformes obligatoires dans les écoles et les collèges publics. Objectif, éviter la pression des islamistes, mais aussi la tyrannie de la mode, selon Marine Le Pen. D'ailleurs, ce texte, il va être soutenu aussi par LR. Pour autant, toutes ces mesures RN ont très peu de chances d'aboutir puisqu'elles ont toutes été rejetées en commission. Toutes rejetées en commission, mais dans la discussion, on ne sait pas. Alors je les prends. Chacun, je vais vous demander d'être court
Parce que premier texte examiné, proposition de loi pour inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10% via un gel des cotisations patronales. Tout à fait, très bien explicité. L'objectif en réalité, c'est tout simplement de pouvoir moins de cotisations. Non, c'est pas un problème de moins de cotisations, c'est plus de pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent. Parce qu'en réalité, on fait face à un gros problème qui est celui de la crise du pouvoir d'achat, de l'explosion des prix de l'autre côté et des salaires qui malheureusement stagnent. On a beau essayer de les réindexer de temps en temps sur l'inflation, eh bien ils ont malheureusement stagné pendant trop d'années et donc il y a une perte de pouvoir d'achat de l'autre côté. Nous, notre idée, c'est de pouvoir passer un ticket gagnant-gagnant avec les entreprises en disant si vous vous engagez à augmenter les salaires de 10% net jusqu'à 3 fois le SMIC, eh bien en échange, vous n'aurez pas de hausse des cotisations patronales de la part de l'État. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'employeurs qui aimeraient pouvoir augmenter les salaires de leurs employés, mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont plus la trésorerie suffisante, d'autant plus après le Covid et l'explosion des factures d'énergie. Chers collègues, 2012, on a fait le CICE. On a fait en sorte que les charges des entreprises ne soient pas exponentielles. Le vrai débat, il n'est pas là. Le vrai débat, il est sur la formation. Le vrai débat, c'est le nombre de jeunes qui rouillent bas des immeubles, qui ont de mal à trouver un métier. Le vrai débat, il est là. C'est comment on forme des générations de jeunes qui accèdent au travail. Vous proposez quoi? Que Marine Le Pen mette sa robe de mariée pour 2027? C'est de la démagogie, chers collègues. C'est une petite réponse. Aurélie Trouvé, non, parce que j'ai le temps. Je prends deux propositions du Rassemblement national. Non, mais sur cette proposition, vous êtes d'accord ou pas? Non, mais excusez-moi, je parle d'abord des salaires, si vous voulez bien. Voilà. Alors, l'augmentation des salaires, moi je fais une nous avons une proposition qui est d'indexer les bas salaires sur l'inflation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un effondrement du salaire réel. En France, d'ailleurs, davantage je le dis aussi, parce qu'on dit « Ah, le pouvoir d'achat des Français, on s'en sort bien en France ». Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, certes, les prix n'ont pas autant augmenté qu'ailleurs, d'accord ? Mais les salaires ont beaucoup moins augmenté qu'ailleurs. Ce qui veut dire que vous avez un décrochage très important en France entre les salaires et les prix. Et encore, les prix, je passe l'alimentation, c'est plus 12%. Hein? Donc ce que je veux dire, effondrement du pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a aujourd'hui une question qui se pose, c'est l'indexation des salaires, des bas salaires, au moins sur l'inflation, pour que le pouvoir d'achat ne décroche pas. Et pour ça, il faut évidemment accompagner les entreprises, etc. Et enlever des cotisations patronales, geler les cotisations patronales, vous m'expliquez, là, vous êtes en train de poser un vrai problème pour le coût budgétaire, hein, parce que comment ils financent la Sécu, ils financent les retraites. En même temps, dire pas de problème budgétaire pour les retraites, et puis geler les cotisations patronales, excusez-moi. Donc ça, c'est la demande du MEDEF. Donc voilà, le RN est aux côtés du MEDEF. Juste pour répondre quand même là-dessus. Vous savez très bien ce que vous, en tant que député, vous avez travaillé pendant des semaines et des mois dessus, que la question d'un budget, c'est un budget qui est global, donc on fait des économies ailleurs, on peut les réinvestir ailleurs, donc c'est pas une question budgétaire. Juste pour répondre sur la question de la compétitivité et du CICE, qui avait été fait à l'époque, attention, vous confondez, parce qu'à l'époque, eux, c'était un engagement pour créer de l'emploi, nous, c'est un engagement pour revaloriser les salaires de ceux qui travaillent déjà. Donc c'est deux choses différentes. Et l'erreur qui avait été celle de François Hollande et que nous commettons pas, nous, avec cette proposition de loi, eh bien, c'est ne pas de donner l'argent avant qu'il y ait eu la contrepartie. C'est d'abord la contrepartie et ensuite l'État donne l'argent. Très court. Cher monsieur, chez nous, 300 000 emplois sont à pourvoir dans l'hôtellerie, dans la restauration. Cet été, les cuisiniers sont passés de 2 000 euros à 3 000 euros par mois. Ils ne faisaient pas la coupure. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui arrive, je pense à l'hôtellerie, la restauration, qui arrive de 8h à 16h, qu'une coupure. Ils veulent plus ça. C'est à nous, une nouvelle société, Jean-Jacques Bourdin. Faites intelligemment. Payez les mieux et il n'y aura pas de problème. Merci à tous les trois. C'était passionnant, comme tous les jeudis d'ailleurs. Aurélie Trouvé, je vous remercie. Patrick Vignal aussi et Gaëtan Dussaucé, merci. Merci à vous. Allez, il est 11h57. Tiens, nous allons recevoir Roselyne Bachelot dans un instant. Vous allez la croiser. Hein. Son livre, 682 jours, mais surtout, ce que j'ai retenu, c'est le bandeau, le bal des hypocrites. Bien, où les trouve-t-on? Il est 11h58.